Nous évoquons ce soir trois sujets avec notre invité. Nous parlerons du Burkina Faso où des magistrats ont été limogés ou punis pour manquement à l'éthique. Nous irons au Nigeria avec la réhabilitation du vainqueur présumé de la présidentielle de 93 et puis le sommet dont tout le monde parle, Kim Jong-un et Donald Trump à Singapour. Nous en parlons avec Maître Eric Emmanuel Sosa. Bonsoir Maître. Bonsoir Samuel. D'abord le Burkina Faso, trois hauts magistrats burkinabés accusés de manquement à l'éthique et à la déontologie ont été révoqués ou mis à la retraite, alors que 15 autres magistrats ont été sanctionnés selon un communiqué publié lundi par le quotidien d'État Sidi Ouaya. Au total, 2 magistrats, la présidente de la Cour de cassation Thérèse Traoré et le procureur général près la dite cour, Armand Ouedraogo, ont été mis à la retraite d'office, tandis qu'un troisième a été révoqué. 6 autres magistrats ont été rétrogradés, 7 abaissés d'échelon et 2 blâmés selon la décision du Conseil de discipline. Maître, quand on regarde de près cette décision, on se dit que la magistrature burkinabé n'est pas vraiment saine. Bon, écoutez, le jugement est un peu sévère. Vous savez, dans toutes les institutions, il y a des brebis galeuses. Ouais. Il est dommage que ce soit à ce niveau de compétence et de la hiérarchie de l'institution que l'on trouve des fautifs. Cela dit, bon, je pense qu'il est sain que dans un système qui promeut la séparation des pouvoirs et qui met la justice au cœur du rythme cardiaque de la démocratie, on est à cœur d'avoir des magistrats qui sont au-dessus de tout soupçon. Ouais. Parce que, encore une fois, il faut bien savoir de quoi on parle. On parle de manquement à l'éthique. Bon, c'est un terme très élégant pour qualifier d'autres choses qui sont un peu moins agréables. Ouais. Et bon, C'est professionnelle, tellement diplomatique. Oui, bon, La courtoisie. c'est une courtoisie qui est tout à fait souhaitable et légitime. Mais disons que dans cette profession en particulier, l'éthique doit être absolument implacable et doit être observée à tous les niveaux. Je vous explique pourquoi. Parce que, comme disait Clémenceau, de toutes les administrations, la justice est la seule dont le nom est une vertu. Oui. Vous voyez ? Donc, ça change beaucoup de choses. Et ça a une signification particulière dans la conscience du citoyen. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Dans un système quelconque, bien organisé, il y a une justice administrative qui dit que même quand l'État est fautif, le citoyen peut trouver un juge pour dire à l'État qu'il est fautif. Vous comprenez ? Donc, si le juge est malléable, corruptible, et si son indépendance n'est pas totale, comment voulez-vous que la justice attendue par le justiciable puisse s'exercer contre l'État lui-même? Parce que l'État se met en position d'être jugé. Et les gens qui sont capables de juger l'État doivent se situer au-dessus de la mêlée et de tout soupçon. Je ne dis pas que ce sont des êtres humains d'essence supérieure, mais quand on vous fait juge, c'est pas uniquement parce que vous avez réussi à un concours que vous étiez un brillant étudiant en droit, mais c'est parce que vous incarnez quelque chose qui est une valeur républicaine qui doit vous placer dans une position qui vous fait incarner justement quelque chose dont dépend même la paix sociale. C'est-à-dire, par exemple, je suis victime d'une agression par mon voisin. Il est peut-être tout puissant, mais ce qu'il a fait contre mes droits est attentatoire à ma tranquillité. Je vais trouver un juge qui va sanctionner son comportement. Si ce juge est perméable à des arguments du genre, bon, c'est un gros bonnet, c'est un cacique du régime, c'est un ponte, ou bien c'est un tout-puissant homme d'affaires, donc je ne peux pas exercer mon droit légitime. Oui, je ne peux pas exercer ma mission en tant que juge. Alors, le citoyen est fragilisé et la paix sociale est menacée. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir des gens qui
mécaniquement, sont au-dessus de la mêlée et de tout soupçon. Maintenant, ce sont des êtres humains. Et si on veut une magistrature de qualité, il faut que les juges aient une vie de qualité. Oui. Si vous les traitez comme de la valtaille, des hommes et des femmes corvéables à merci, sous-payés, qui travaillent dans des conditions humaines inacceptables, qui voient tous les jours passer devant eux des sportifs milliardaires, et on leur dit, bon, mais écoutez, vous, voilà, toute votre vie, toute votre carrière, vous n'avez droit qu'à des tout petits privilèges. Pourquoi voudrez-vous qu'il n'ait pas envie aussi d'avoir un peu de confort, un peu plus de confort? On dit, il faut... C'est Lacordaire qui disait ça. La vertu a besoin d'un peu de confort pour s'exercer. Mettez-les dans des situations de vie confortables et vous verrez que ça va accompagner l'éducation et l'aptitude à la vertu, simplement. Mais ça n'excuse pas. Je n'ai pas dit que ça excusait en quoi que ce soit, mais je dis simplement, demandez à ces gens d'être, des parangons de vertu, en leur demandant de travailler au-delà de la condition humaine ordinaire, n'est pas non plus tout à fait honnête. Donc oui, des magistrats placés dans des conditions agréables, qui les positionnent socialement comme il se doit, ceux-là travailleront dans les conditions morales qui feront plaisir à tout le monde et qui sera, disons, à la hauteur de la dignité dans laquelle leur fonction les place. C'est vrai que dans le cas qu'on est en train d'examiner, ceux qui ont pris la sanction sont eux-mêmes des juges et ils disent que ce n'est pas dans un esprit de vengeance, mais des juges qui sanctionnent d'autres juges. On peut se poser la question, est-ce que eux, ils sont si irréprochables? Écoutez, très souvent c'est ce qui se passe. On dit il faut balayer devant sa propre porte. Mais il est bon que dans la corporation, il y ait des instances qui jugent les autres. C'est-à-dire que, en fait, quand il s'agit de problèmes disciplinaires, vous savez, les institutions sont ainsi organisées que, par exemple, les militaires sont jugés par des cours martiales. Et dans les cours martiales, ce sont des officiers supérieurs qui jugent le comportement de certains de leurs frères d'armes qui sont à trait devant eux pour juger de leur comportement professionnel. Eh bien, c'est bien comme ça. Que des juges jugent des juges, c'est très bien. Dans ma profession, il y a aussi le conseil de discipline. Et ce sont des avocats qui composent le jury chargé d'instruire et de juger le comportement d'un autre avocat. C'est-à-dire qu'on connaît du coup, quel est le degré de responsabilité qu'on peut avoir et quel est le baromètre avec la ligne rouge à pas dépasser. Donc, des gens qui sont mieux instruits, enfin, seuls des gens qui sont instruits des us et coutumes peuvent juger les autres correctement. Donc, venir dire qu'il y aurait de la vengeance, non. Mais là, ça suppose que les faits pour lesquels vous jugez les autres, vous êtes censé peut-être, dans l'exercice de vos fonctions, avoir eu à faire face à ça et avoir résisté vous-même. Absolument, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et on dit, la déontologie, c'est ça. C'est-à-dire la règle de l'art, de la pratique. Ce qu'il est bon de faire, c'est ça. Donc, seuls ceux qui ont l'habitude de le faire savent ce qui est bon de faire. Voyez? Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Au contraire, c'est tout à fait sain. C'est une mesure d'hygiène. C'est normal qu'elle se pratique dans toutes les institutions. Alors, on avait déjà évoqué un cas pareil concernant le Congo où des magistrats ont été... Ah, mais là, c'était drastique. C'était 292 magistrats. Alors, aujourd'hui, on voit également un cas où des magistrats sont mis en cause. C'est quoi? L'appareil judiciaire en Afrique a un problème de vertu? Je ne dirais pas en Afrique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le monde entier. Vous savez, les magistrats américains et européens
sont placés dans de meilleures conditions pour exercer justement la vertu dont on parlait tout à l'heure. Si vous les clochardisez, ne vous étonnez pas qu'ils soient vulnérables à la tentation. Vous savez, il faut savoir ce qu'on veut et il faut se donner les moyens de ses ambitions. Alors, des magistrats bien formés, c'est nécessaire. Des magistrats, je veux dire, placés dans des conditions d'exercice qui sont dignes de leur fonction, c'est absolument indispensable. Donc, non, il ne faut pas jeter l'opprobre sur une profession. Elle est si essentielle et si vulnérable qu'il faut la protéger toujours, et je dirais dans une démocratie, bien entendu, il faut la choyer. La magistrature doit être choyée. D'accord. Second sujet de ce soir, le Nigeria, avec la réhabilitation du vainqueur présumé des élections de 93. Depuis le 1993, en tout cas le 12 juin, est devenu plus qu'une simple date dans le calendrier des Nigérians. Il symbolise la brutalité avec laquelle une dictature militaire a écrasé les espoirs de retour à la démocratie dans le pays le plus peuplé d'Afrique. La semaine dernière, le président Muhammadu Buhari, ex-général qui fut au pouvoir dans les années 80, a créé la surprise en annonçant que le 12 juin serait désormais férié et serait le jour de la démocratie. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, ce 12 juin, on a vu s'affronter Meshoud Abiola et un autre chef de la junte, notamment Ibrahim Babangida. Meshoud Abiola avait gagné les élections, mais Ibrahim Babangida, maître, avait pris militairement le pouvoir, oui. Avait refusé militairement d'accepter les résultats des urnes. Absolument. Bon, alors, ce que Muhammadu Buhari vient de faire n'est que justice? Absolument, ce n'est que justice, parce que le monde entier savait que Meshoud Abiola avait gagné les élections. Chief Meshoud Abiola n'était pas n'importe qui, c'était un homme d'affaires prospère et un homme politique, parce qu'il a été gouverneur de son État. Et oui, il a gagné les élections, mais on lui a refusé la victoire. Ce n'est pas seulement au Nigeria que ça se passe dans beaucoup d'autres endroits en Afrique, hélas. Et là, c'est la force brute militaire qui a exercé ce coup, un attentat contre la démocratie et contre l'état de droit. Mais ce qui a été choquant pour moi, parce qu'il y a déjà 25 ans, mais il y a 25 ans, j'avais une conscience citoyenne qui me permettait de m'indigner ou d'approuver certaines choses. Eh bien oui, mon indignation était un peu vaine et totalement stérile, parce qu'elle était celle de beaucoup de Nigérians, de beaucoup d'Africains. Mais Ibrahima Babangida est mort de sa belle mort, 5 ans après. Qui vous avez trouvé en Afrique et dans l'OUA de l'époque pour dire que c'était un scandale? Personne. Il a complètement bafoué le système démocratique. Il y a des élections qui ont désigné un vainqueur. Il les a bafoués, il a foulé tout ça aux pieds. Il était l'homme fort parce qu'il avait l'armée derrière lui et il a pris le pouvoir. Eh bien, au prochain sommet de l'OUA, il était là, à la CEDEAO, il est là, et puis on va lui faire des courbettes. On le reçoit comme un confrère, comme un frère, comme un père de l'Afrique. C'est surtout là-dessus que je trouve le problème. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une bonne chose de rappeler, comme le fait le président Buhari, que c'est une journée à marquer dans la mémoire des Nigérians. Lui-même est déjà arrivé au pouvoir par la force des armes, mais il a su s'en retirer aussi. Parce que, vous savez, là encore, on est dans quelque chose d'assez délicat. Ce qui pousse les militaires sur les devants de la scène, c'est toujours le comportement des hommes politiques civils. Quand ils créent des conditions absolument inextricables, quand ça devient injouable, eh bien, les militaires disent on prend nos responsabilités. Ça s'est passé plusieurs fois au Niger avec Tanga Mamadou, ça s'est passé bien ailleurs. Et au Nigeria, à l'époque, c'était souvent ça. Voyez. Donc, bon, maintenant que ce pays a décidé de répudier ses démons et de se réconcilier avec la démocratie,
même justement avec comme promoteur principal un ancien militaire qui a fait un coup d'État, moi j'applaudis. Alors, est-ce qu'il a fallu tellement de courage pour le faire parce que ses prédécesseurs n'ont jamais fait ce qu'il vient de faire? Ah, mais c'est courageux de sa part. Mais son devancier Obasanjo, exactement dans le même cas, il a le même pédigré que lui. Ancien militaire aussi, ayant fait un coup d'État, mais après réélu, et il est devenu un grand chantre de la démocratie électorale. Vous voyez? Bon, c'est bien. Ça veut dire que, quelque part, vous voyez, ils ont compris que la prise du pouvoir par la force n'est absolument pas légitime et n'est pas acceptable. Donc ils ont appris la leçon de la bonne manière démocratique. Et que ce soit des militaires qui donnent la leçon aux civils, c'est une bonne chose. C'est à encourager, toujours. Alors, qu'on réhabilite, disons, le Konsa Moshood Abiola dans ses droits, c'est vrai qu'il ne sera plus président du Nigeria. Est-ce que, de l'autre côté, on ne doit pas condamner celui qui a perpétré le coup, même si c'est à titre posthume? C'est déjà fait. Mais attendez, rappelez que c'est Moshood Abiola qui avait gagné les élections et célébrer justement le jour de son élection, qu'on lui a de sa victoire volée, comme étant un temps mémoriel de la démocratie, c'est très bien. Je pense que c'est le meilleur hommage qu'on pouvait lui rendre et c'est la meilleure condamnation parce qu'il ne s'agit pas, on va condamner qui, on va punir qui, mais rappelez ça tout le temps parce que vous savez, la démocratie, je la définis comme la flamme d'une bougie dans un temps de tempête, tout le temps. Vous voyez? Et il faut des vestales pour la faire tenir, cette flamme. Et c'est une façon de rappeler que c'est important que les gens se rappellent que ça s'est passé et que Moshood Abiola est un martyr de la démocratie. Alors, de toute façon, en 93, ça veut dire que c'est Moshood Abiola qui aurait dû être le président des États-Unis et du Nigeria, qui ne l'a pas été. Alors, est-ce qu'on va rétablir l'histoire? Et comment on va faire? La fille de Moshood Abiola, qui a mené un combat très, très, très dur. Elle est partie, elle a saisi les institutions internationales, y compris même l'OUA, mais sans succès. Les conditions dans lesquelles son père est mort ont choqué le monde entier. Bon. Aujourd'hui, on est en train de rendre justice au moins à sa mémoire, et c'est une façon de dire que plus jamais ça, on ne pourra plus laisser faire cela. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est une façon de dire à l'armée que l'armée va être le garant de la protection de la démocratie. C'est une façon de le dire. Et quand c'est fait par un militaire, c'est une très bonne chose. Dernier sujet qu'on va évoquer ce soir, le Singapour, le pays a accueilli aujourd'hui ce sommet tant attendu et on a vu entre les deux hommes Kim Jong-un et Donald Trump, malgré les différents tirs qu'ils se sont envoyés, les tirs justement verbaux qu'ils se sont envoyés, bien aujourd'hui ces deux hommes tout souriants qui se congratulaient, s'embrassaient, etc. En tout cas, cette image, maître, comment vous l'avez observée? Bien, vous savez, c'est toujours très agréable quand deux hommes qui se sont haïs, insultés, finissent par se serrer la main, s'embrasser et parler de paix. La paix dans le monde est si nécessaire et si fragile que tous les efforts qui sont faits pour la rendre possible sont à saluer. Que ce soit M. Trump et M. Kim qui le fassent, c'est une excellente chose. Mais là, il ne faut pas trop vite s'enthousiasmer parce que, pour l'instant, c'est un grand show qui est déployé par quelqu'un dont l'ego est tellement obèse qu'il ne manquerait rien pour avoir quelques petits succès, parce que tout cela, attention quand même, la paix dans le monde n'a pas grand-chose à voir là-dedans. C'est les élections de mi-terme qui intéressent M. Trump, et il veut se donner une dimension de super-homme d'État avec une carrure internationale
incomparable. C'est la raison pour laquelle il fait ça. Il ne faut pas se laisser leurrer. Vous pensez que les autres prédécesseurs de M. Trump étaient moins regardants sur les questions de paix dans la péninsule coréenne? Non, pas du tout. Je ne suis pas sûr que celui qui a tenu il y a à peine un mois ce langage ordurier en parlant de celui qui reçoit aujourd'hui avec des mamours soit la personne la mieux indiquée pour nous parler de paix, quand la première chose qu'il trouve à faire, c'est de décréter que Jérusalem va être la capitale d'Israël. Quand c'est la première chose qu'il trouve à faire, c'est de déchirer les accords avec l'Iran sur le nucléaire. Je ne suis pas sûr du tout que M. Trump va faire rougir ses prédécesseurs parce qu'il a mieux fait qu'eux. Pas du tout. Pour moi, c'est purement pour servir un agenda électoral des États-Unis pour le Parti républicain, parce que les mi-termes étaient pas gagnés et il veut se donner une popularité à pas cher. Mais acceptons-en l'augure. Souhaitons bonne chance à la paix. Mais je fais plus confiance à M. Kim Jong-un et son le Sud-Coréen, son frère Moon Jae-in pour réussir la paix chez eux qu'à M. Trump. Hein. Ils n'ont même pas besoin de M. Trump à la limite. Qu'on sache renforcer les liens qu'ils ont commencé à tisser, ça serait déjà une très bonne chose. Ils y arriveront tout seuls comme des grandes personnes. M. Trump, là-dedans, il fait son show de maquignon, c'est tout. Il n'y a rien de consistant. Mais vous avez lu l'accord, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Bon, voilà, donc si vous voulez, pour avoir cette image, cette photo, lui... Finalement, c'est la photo qu'on retiendra. Oui, mais c'est tout ce qui... En gros, il faut dire les choses clairement, c'est tout ce qui intéresse M. Trump. Le reste, il s'en contrefiche. Si ça peut ramener quelques voix au Parti républicain au moment des élections de mi-terme, il aura fait un grand job. C'est tout ce qu'il... À mon avis, son but principal, c'est d'abord ça. Il s'en fout comme d'une guigne de savoir que la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Mais est-ce que ce n'est pas tout de même historique? On sait que depuis Kim Il-sung, en Corée du Nord, il n'y a eu aucun dirigeant qui a eu de contact direct oui, mais le mot historique, Hiroshima, c'est historique aussi. Vous voyez, c'est les Américains qui l'ont fait. D'accord ? Hiroshima et Nagasaki, c'est historique. Donc quand on dit c'est historique, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut s'en émouvoir ou s'enorgueillir. Des choses abominables sont historiques aussi. Donc bon, une rencontre, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres avant, forcément c'est historique. Oui, et alors mais le 12 juin, je préfère marquer le 12 juin du Nigeria, du saut du progrès de la démocratie au Nigeria que de la rencontre entre M. Kim et M. Trump. Hein. Mais là, beaucoup disent que c'est quand même un sommet pour la paix parce que, vous l'avez rappelé, les États-Unis ont envoyé des bombes atomiques un peu partout dans le monde. Mais là, ils ont compris et il faut dénucléariser les États qui souhaitent avoir la bombe atomique. Bon, alors, qui commencent à se dénucléariser eux-mêmes. Attendez, donnez le bon exemple. Commencez par vous dénucléariser. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent être en paix avec des gens qu'ils peuvent écraser. Oui. C'est en gros ça. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Moi, je ne suis pas qualifié pour distribuer les points et dire qui a droit, qui n'a pas droit. Mais au nom de quoi M. Trump va dire à M. Kim, toi, tu dois dénucléariser. Oui. Au nom de quoi? Quand lui-même est une superpuissance nucléaire. Au nom de quoi? Au nom de quoi, quand ça leur plaît, ils bombardent Hiroshima, Nagasaki, et personne d'autre ne l'a fait, depuis. Et attention, la dernière fois, on était sur le sujet phare de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Le napalm, les quantités de napalm déversées sur les pauvres Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam, c'est qui l'a fait? C'est pas les États-Unis. Alors, comment est-ce que ces gens-là, finalement, vont décider qui a droit, qui n'a pas droit? Mais si ils y tiennent, et si c'est le problème, alors qu'ils commencent à se dénucléariser, et on verra que beaucoup de gens, ils vont faire des émules. Voilà. D'accord, maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être venu répondre à nos questions. Avec plaisir. Nous marquons maintenant la pause et après on passe à regard croisé.